Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite ce journal avec les relations sino-kazakhes. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré son homologue kazakh Karim Massimov au Grand Palais du Peuple à Beijing. Les deux dirigeants se sont rencontrés après la traditionnelle cérémonie d'accueil. Le Premier ministre chinois a déclaré durant cette rencontre que de grands progrès avaient été observés dans les domaines de la coopération industrielle et énergétique. Li Keqiang a indiqué que les relations Chine-Kazakhstan devaient se renforcer davantage pour faire face au ralentissement de la croissance économique mondiale. Karim Massimov a quant à lui déclaré que le Kazakhstan voulait améliorer sa coopération avec la Chine dans l'industrie, la finance, l'éducation et les échanges entre les peuples. Les deux pays ont émis un communiqué commun après la rencontre. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plus de 10 documents de coopération. M. Massimov est en visite officielle en Chine sur invitation de Li Keqiang. Le Premier ministre kazakh participera également à la rencontre des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai à Zhengzhou cette semaine. La 14e réunion des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai a commencé dans la ville de Zhengzhou, en Chine centrale. Les 2 jours de réunion seront axés sur l'application des objectifs réalisés lors du sommet de l'OCS. Les chefs des gouvernements de Chine, de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan s'entretiendront sur la coopération dans le domaine du commerce ainsi que d'autres secteurs. La Chine a également réitéré son soutien à la coopération régionale au travers de l'initiative Une ceinture, une route. Les discussions porteront sur la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité régionale. Les dirigeants discuteront de la manière de prévenir l'infiltration des forces terroristes et d'améliorer la coordination des informations et des échanges. Nous poursuivons avec la conférence mondiale de l'Internet. Le monde de la technologie est en route pour l'antique ville chinoise de Wuzhen qui s'apprête donc à accueillir la seconde conférence mondiale de l'Internet le 16 décembre prochain. La conférence de cette année réunira plus de 2000 participants venus de 120 pays et régions du monde entier. Le thème central de cette seconde conférence sera le futur et le développement de la toile. 10 forums auront lieu en marge de la conférence, couvrant 22 thèmes différents. Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours indiquant les mots-clés de la conférence. La ville chinoise de Wuzhen est fin prête à recevoir les milliers de visiteurs et de participants. Une connexion Internet à très haut débit sera disponible partout grâce aux 3000 bornes Wi-Fi qui ont été installées à travers toute la ville. Par ailleurs, les personnes munies de smartphones pourront rapidement procéder au paiement des différents services proposés, tels que les services de restauration, en scannant les codes QR omniprésents. C'est le 20 avril 1994 que la Chine s'est connectée pour la première fois à Internet. Difficile d'imaginer qu'il a fallu à peine 20 ans au pays pour mener sa révolution Internet. La première chose que je fais le matin, c'est de jeter un œil à mes comptes Weixin et Weibo pour voir si mes amis m'ont envoyé des messages. Puis je regarde les nouvelles pour voir s'il y a quelque chose d'amusant. Je fais même ça aux toilettes. Un comportement typique de la génération née dans les années 80. Il y a 20 ans de cela, c'était inimaginable. Pour en savoir plus sur le début d'Internet en Chine, partons à la rencontre du maître d'œuvre de cette connexion historique. La professeure Ru Qireng est âgée de 80 ans. Elle explique que la première connexion Internet de la Chine remonte en fait au 19 avril, la veille de la date officielle, le 20. Le soir du 19 avril, mon jeune collègue Li Jun était de garde et il s'est soudainement aperçu qu'il était sur Internet et qu'il pouvait accéder aux sites américains. Il était tellement content, c'est incroyable, c'est génial. Je n'en ai pas parlé à mon responsable, j'ai attendu le matin suivant. Là, je voulais m'amuser et voir le monde. Le responsable direct de Li Jun, Chen Hualing, m'a raconté cela. Je me suis sentie si heureuse et ravie au fond de mon cœur. Était-ce un bonheur normal dû au fait d'avoir achevé votre travail ou était-ce un bonheur extraordinaire car vous viviez un moment historique?
Je pense que c'était un bonheur normal. Je n'avais pas l'impression de vivre un moment historique. Au début, la connexion à Internet se faisait par téléphone via un modem, que les Chinois appelaient SHA, en raison d'une prononciation similaire. La connexion était lente, comparée à aujourd'hui. Je me souviens qu'en 1994, je n'utilisais les ordinateurs que pour les jeux basiques tels que le démineur. Ou sinon QQ, une application de discussion en ligne. Mais nous ne nous en servions pas souvent, c'était plus de la curiosité. Une curiosité qui a continué à attirer la population vers cette technologie nouvelle et tellement fascinante. La vitesse de connexion Internet a petit à petit augmenté grâce aux progrès techniques. Des lignes téléphoniques aux fibres optiques, puis maintenant au sans fil. Aujourd'hui, la Chine est entrée dans l'ère de la 4G. Et les Chinois bénéficient, où qu'ils soient, d'un accès rapide via leur téléphone portable. Des dizaines de millions de personnes ont ouvert des boutiques en ligne. Et des centaines de millions échangent chaque jour sur les réseaux sociaux. Cette conférence mondiale de l'Internet apporte de nouvelles technologies et services à la ville de Wuzhen. Les habitants de cette ville en voient déjà les avantages. Voyons comment l'Internet a aidé des familles ordinaires à améliorer leur vie de tous les jours. Tien Tianyun, 27 ans, possède cet hôtel. Il a quitté son précédent emploi et est retourné à Wuzhen pour ouvrir sa propre affaire. Sa décision est arrivée après que les organisateurs de la conférence ont choisi cette ville comme base permanente. Tien pense que l'événement apportera de la publicité et des clients. Le meilleur, c'est d'être conscient des choses. Quand vous dites aux gens d'où vous venez, ils vous disent à quel point Wuzhen est une belle ville. Le défi de Tien s'est révélé payant. Le taux d'occupation de cet hôtel est de plus de 80%, un ratio qui est plus élevé que la moyenne de cette industrie. Et plus de 85% des clients ont réservé en ligne. Mais Tien n'est pas le seul membre de sa famille à bénéficier de ces changements. Son père, Wu Linrong, travaille dans une usine qui fabrique des portes en bois. L'entreprise a frôlé la faillite, mais son propriétaire a été inspiré par la conférence et a mis ses produits en vente en ligne. Maintenant, l'entreprise est un succès et les revenus de Wu ont doublé. Mais l'Internet n'a pas fait qu'aider la famille à gagner plus d'argent. La grand-mère de Tien souffre d'hypertension. En ligne, elle a pu obtenir un rendez-vous par webcam avec un expert de Hangzhou de l'hôpital Internet qui vient d'être créé à Wuzhen. C'est pratique, ça nous épargne beaucoup de problèmes et vous n'avez pas à vous déplacer dans les grandes villes. Wuzhen est l'une des premières e-villes de Chine. Dans les rues, les codes QR sont partout, fournissant toutes sortes de services, comme des locations de vélos. L'Internet aide les habitants, jeunes et vieux, et beaucoup d'autres bénéfices sont attendus pour les années à venir. Économie à présent, c'est la semaine de la Fed. La Réserve fédérale américaine va augmenter les taux directeurs cette semaine pour la première fois de près plus d'une décennie. Les analystes affirment que cette hausse devrait être suivie d'autres dans les années qui suivront. Toutefois, certains analystes affirment que ce changement de politique n'interrompra pas la tendance à la hausse sur les marchés boursiers. Après des années d'attente, les États-Unis pourraient finalement augmenter leur taux d'intérêt. Le marché est largement d'accord pour dire que la Réserve fédérale va augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 15 et 16 décembre pour la première fois depuis juin 2006. Cette hausse est très attendue. On va enfin pouvoir sortir de ce taux zéro et connaître un premier cycle de hausse. Et la hausse des taux va se poursuivre graduellement. Quand on regarde vers 2016, nous nous attendons à voir d'autres restrictions durant l'année, peut-être 4 si les conditions le permettent. Toutefois, Wall Street ne s'attendait pas à une grande accélération des profits. Les industries sont lourdement influencées par les taux d'intérêt et devraient en être affectées tout au long de 2016. Il y a 80% de chances maintenant pour que les taux augmentent, mais ensuite, à mon avis, ils vont arrêter leur hausse pour un certain temps. Les analystes disent que le marché boursier va ralentir, mais la hausse va se poursuivre.
Je pense que nous devons regarder vers une perspective d'investissement à long terme et que nous devons attendre car nous ne voyons rien qui va interrompre la hausse des marchés. En revanche, nous nous attendons à une certaine volatilité. Les secteurs, comme ceux de l'immobilier, ont enregistré des gains de plus de 20% en 2014 en raison d'un environnement de taux d'intérêt bas. Mais ces secteurs ont connu une certaine volatilité en 2015 en raison de la hausse de la possibilité pour la Fed d'augmenter ses taux. Certains analystes s'attendent à ce que les marchés boursiers émergents dépassent les marchés américains. La monnaie chinoise a poursuivi sa chute ce lundi. La Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence officiel à 6,4495 yuan pour $1. Ce taux est 0,2% plus faible que le taux précédent de 6,4358 et il est au plus bas niveau depuis 4 ans. Cela a suscité des spéculations concernant le fait que la Chine cherchait à soulager la pression liée à la dépréciation du yuan avant une hausse attendue du taux par les États-Unis cette semaine. Les premiers échanges sur le marché au comptant ont été réalisés à environ 0,24% du taux de référence. Le yuan offshore s'est échangé à un taux plus faible encore, à environ 1,34%, en dessous du taux de référence, à 6,5528 pour $1. Le yuan au comptant a clôturé quant à lui en baisse de 0,8% la semaine dernière. La Banque centrale de Chine a déclaré que sa devise ne devrait pas être seulement évaluée par les fluctuations du dollar, mais également par un panier constitué d'autres devises. Elle a souligné que le yuan restera stable à moyen et long terme. Le représentant chinois a introduit un nouvel indice du yuan pour mieux présenter sa valeur. L'indice compare le yuan à 13 devises étrangères avec différents poids. Le dollar américain, l'euro, le yen japonais, le dollar hongkongais et la livre sterling représentent un poids de 73% du panier. Le 11 décembre 2015, l'indice est posté à 101,45, soit une appréciation de 1,45% depuis la fin de 2014. La China Foreign Exchange Trade System, CFETS, a déclaré sur son site internet que le RMB resterait fort grâce aux données qu'elle a collectées. L'indice pourrait offrir une réflexion plus complète des hauts et des bas du marché. Chang Chun, économiste en chef de la China Fortune Securities, a déclaré que l'indice conservera le yuan à un niveau plus stable. Il prévoit que le yuan restera fort face aux autres devises pour contrebalancer son impact sur un dollar fort. Mark Williams, économiste à Capital Economics, a déclaré que l'indice a complètement changé l'évaluation du yuan. Selon lui, la récente dépréciation du yuan face au dollar doit être considérée comme une dévaluation pour que les taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis puissent augmenter le dollar à un nouveau niveau. La Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays, a annoncé avoir élargi lundi un accord d'échange de devises avec la Banque centrale des Émirats arabes unis. Cet accord d'échange de devises, qui porte sur 35 milliards de yuan, soit 5,4 milliards de dollars, durera 3 ans et permettra aux deux parties d'effectuer des paiements dans une monnaie pour un montant équivalent dans l'autre devise. Les deux parties ont également signé un mémorandum de coopération sur la compensation en renminbi aux Émirats arabes unis et ont convenu d'élargir le programme des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en renminbi dans le pays avec un quota de 50 millions de yuan, soit près de 7,75 milliards de dollars. Ces dernières années, la Chine a multiplié la construction de centrales nucléaires afin de faire la promotion des énergies propres et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Zhang Hao s'est rendu dans une centrale nucléaire en construction dans le sud-est de la Chine pour CCTV français. Je me trouve actuellement devant un réacteur en construction dans la province du Fujian, en Chine. Ce réacteur utilise des technologies de 3e génération 100% chinoises. En octobre, le président chinois a signé plusieurs accords lors de sa visite au Royaume-Uni, notamment avec la construction d'un réacteur qui utilisera les mêmes technologies. Le projet sera une vitrine internationale importante pour la Chine. Il y aura au total 6 réacteurs dans la centrale nucléaire de Fujian. Les 4 premiers réacteurs utilisent les technologies de 2e génération et les 2 derniers sont des réacteurs de 3e génération intitulés Hualong 1. Ils serviront de modèle pour la construction de réacteurs à Bradwell au Royaume-Uni.
Les premiers et deuxièmes sont déjà entrés en fonction et génèrent au total 15 milliards de kilowatts par an. Pour obtenir cette quantité d'électricité avec du charbon, il faudrait en brûler 6 millions de tonnes. Il y a 2 centrales nucléaires dans la province du Fujian. Dans le futur, elles pourront satisfaire un tiers de la demande en électricité de la province. La sécurité de la centrale nucléaire. Les opérateurs supervisent le fonctionnement de la centrale dans le centre de contrôle. En cas d'accident, ce sont eux qui devront trouver la cause du problème et décider des mesures à prendre. Tous les opérateurs doivent suivre une formation d'au moins 3 ans après leurs études à l'université. La formation d'un opérateur qualifié coûte plus que celle d'un pilote. Nous avons un système de secours complet pour tous les équipements du centre de contrôle. En fait, les incidents se produisent très rarement dans une centrale nucléaire. Pour assurer la fiabilité des équipements de secours, nous faisons un test systématique tous les 2 mois. Même pour la souris, nous avons installé une boule de commande à côté si elle tombe en panne. Après l'accident nucléaire de Fukushima, la Chine a suspendu temporairement la construction de nouvelles centrales nucléaires. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans les centrales nucléaires en construction et déjà opérationnelles. Les nouvelles centrales utilisent une double enceinte de confinement et peuvent résister au crash d'un avion de grande taille et à un séisme de magnitude 8. Nous avons pris en considération les nouvelles mesures de sécurité tirées de l'accident nucléaire de Fukushima lors de la conception de la centrale nucléaire de 3e génération. En fait, la Chine se place au premier rang en termes de technologie nucléaire et nos critères sont plus stricts que ceux des autres pays. Lors de la construction de la première centrale nucléaire chinoise à Qinshan dans la province du Zhejiang, seulement 1% des équipements étaient fabriqués en Chine, même les tiges d'acier et le ciment étaient importés. Le développement rapide du nucléaire chinois a grandement favorisé l'industrie locale et aujourd'hui, 85% d'équipements sont fabriqués en Chine. Pendant le 13e plan quinquennal, la construction de 6 à 8 réacteurs sera lancée chaque année. Et nous terminons ce journal avec une page d'histoire chinoise. Le mémorial de Caen est l'un des musées où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est la mieux présentée. Il s'agit aussi du premier musée européen à raconter l'histoire du massacre de Nanjing. Caen, une ville redressée du feu. Ici, cette ville a subi le combat le plus intense. Après la guerre, 3/4 de cette ville a été rétablie. Bâtiments abîmés, villes désertées, habitants blessés et sans domicile. Pendant la bataille de Normandie entre les mois de juin et août 1944, la douleur de la ville de Caen est réelle et omniprésente. La reconstruction de la ville a pris du temps, plus précisément 20 ans jusqu'en 1963. Caen mérite un hommage à la mesure des souffrances que la ville a subies. C'est la raison pour laquelle le mémorial est également appelé le musée de la paix. Il a été construit en 1988. Après une vingtaine d'années de développement, le mémorial de Caen est aujourd'hui devenu un des meilleurs musées pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son exposition se concentre principalement sur les batailles en Europe. Depuis 8 ans, une partie de l'exposition est consacrée à la guerre sino-japonaise. Le mémorial Caen nous présente la Seconde Guerre mondiale par l'ordre chronologique. Pour nous, ça tout commence par ici. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a envahi la ville de Wanping et provoqué la guerre sino-japonaise. Autour de moi, une équipe d'historiens. Donc nous avons travaillé, évidemment, sur toutes les questions propres à la guerre sino-japonaise et ce qui nous est apparu très important pour le public essentiellement occidental à Caen. Ce sont deux choses, deux événements majeurs. C'est
les bombardements de Shanghai et le massacre de Nankin, parce que nous avons considéré que ce massacre était emblématique de la violence terrible de la Seconde Guerre mondiale et emblématique aussi de la manière dont se sont comportées les armées japonaises en Chine. Pendant la visite, une salle d'une quarantaine de mètres carrés est consacrée au massacre de Nankin. Y sont exposées des photos d'archives montrant les exercices de l'armée japonaise à la baïonnette sur des cibles humaines vivantes de Nankin. La ville de Nankin a bien été ravagée, comme celle de Caen en 1944. Parmi tout ce que le mémorial nous montre, les photos, les objets, c'est surtout le film d'un réalisateur français qui a attiré le plus d'attention des visiteurs. L'extrait du documentaire Le Massacre de Nankin est réalisé par le metteur en scène français Michael Prazan en 2007. Ce documentaire témoigne de l'ampleur du massacre de Nankin et de son horreur. Well, I never knew that the Japanese were so cruel. And I never knew that the Japanese did what they did at all. And I feel as though that after seeing that there was some injustices done by the Japanese to the Chinese. It's pretty hard for me to watch that. This is the first evidence I've actually physically seen of this. Yeah, there are some things in the history books about China and Japan fighting, but I've never actually seen footage or film from the actual wars or things that happened like that at all. So it was kind of an eye-opener. 300 000 habitants de Nankin ont été atrocement tués. Il ne s'agit que d'une infime proportion de toutes les victimes chinoises lors de cette guerre. Cette histoire est cependant souvent ignorée. Et mes visiteurs, les visiteurs du mémorial, d'où qu'ils viennent, de Chine ou d'ailleurs, je leur explique ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale a tué entre 60 et 65 millions de personnes dans le monde. Et parmi ces 60-65 millions de personnes, il y a 20 à 25 millions de Chinois. Et donc on ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale si on ne sait pas ce qui s'est passé en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Monsieur Grimaldi est aujourd'hui en coopération avec le mémorial de Nankin. Il aide à faire des recherches et à trouver davantage d'objets à montrer aux visiteurs. Aujourd'hui, à Shanghai comme à Caen, la vie est paisible et tranquille. Seul le mémorial de Caen et celui de Nankin nous rappellent un passé inoubliable. Chaque famille a sa propre histoire de guerre à raconter. Elle est plus ou moins triste, plus ou moins simple, plus ou moins lointaine. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Ce qui est vrai pour une famille est aussi vrai pour un pays. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.